Merci d'être là. Euh, oui, je vais parler en français. C'est pas ma première langue, je dois vous dire. Donc, j'espère que vous allez excuser les fautes de grammaire. Euh, je voulais parler autour de mon dernier livre qui s'appelle Quelque part entre la guerre et la paix. Euh, c'est un livre que j'ai sorti avec une maison d'édition allemande, Kerr Verlag. Et il y a 42 histoires autour d'une image. Les images qui sont dedans sont des images qui sont toujours restées dans mon mémoire. Donc c'est un voyage dans le passé et j'étais toujours fasciné pourquoi certaines images ont toujours resté avec moi, pourquoi je ne pourrais jamais réussir à vider certaines images qui restent toujours pour moi des images soit difficiles, soit tendres, mais des images qui définissent pour moi le voyage de mon passé. Voilà. Donc, mon travail de photographe est commencé, j'ai fait des études d'histoire à Oxford. Et après, j'ai quitté Oxford. J'avais un poste dans une banque Lazard Frères à Londres. Mais je ne voulais pas être banquier, je voulais voyager. Et j'ai promis à mes parents que je vais faire un an de voyage et je vais revenir pour être banquier. Et donc, j'ai fait un an de voyage et la dernière chose que je voulais faire quand je suis entré en Angleterre, être devenir banquier. Et pendant le voyage, j'étais en Asie, en Australie. J'avais mon premier appareil de photo. Et pour moi, quand j'étais à l'école et j'essayais de dessiner, je ne pourrais pas dessiner, pas du tout. Et pour moi, d'avoir un appareil photo était pour moi une manière de capturer le monde qui m'entourait. Et je suis tombé en amour avec la photo. Et avec un ami, on a cherché un collège en Angleterre. Et avec cet ami d'Oxford, on est allé à London College of Printing, qui est un des collèges d'art à Londres. Il y a Chelsea College of Arts pour l'art, St. Martin's College of Fashion pour la mode et London College of Printing pour la photo. Et on était 24 sur ce cours. Et à l'époque, je pense qu'on était tous les rêveurs. Il me semble maintenant que les nouvelles étaient plus nobles. On parle de la chute du mur, on parlait de Tiananmen en Chine. Il me semblait que les nouvelles étaient vraiment les nouvelles nobles, les nouvelles des bonnes nouvelles souvent, qui pourraient changer le monde pour le mieux. Et on regardait dans les magazines de Time, de Newsweek, tout le monde voulait aller, avoir les pages dans les magazines et dans les journaux. Mais en fait, on n'est pas du tout équipé pour ce monde. Et maintenant, il y avait deux de mes collègues de ce collège qui étaient tués. Un, Paul, qui était tué en 92 en Croatie, et un autre, James, qui était tué en Israël en 2003. Et on a quitté 7 ans, pas du tout prêts pour les aventures qui nous faisaient face. Et il y a une photo qui me fait plaisir, c'est une photo des anciens combattants de la cavalerie britannique. Ils font un parade chaque année en Hyde Park. Et je pense à cette photo parce que mon père, qui était aussi un officier dans le régiment de parachutistes, il était gravement blessé, il sortait de l'armée, mais il était appelé pour aller en Suez en 56. Et donc, il était demandé de venir au Good Street Tube Station, au métro, portant un costume noir, une parapluie noire et un melon. Et donc, ça me fait penser de mon père, à qui je pensais était très éloigné de moi, mais en fait, moi aussi, je suis allé à la guerre juste comme lui. Donc, j'ai quitté l'Angleterre pour vivre en Ukraine, à Kiev. Et quelques mois après, je suis arrivé à Kiev. J'ai rencontré un journaliste anglais, ukrainien, qui s'appelait Askold, qui travaille pour un journal qui n'existe plus, qui s'appelait The European. Et donc un jour, il me demandait si je pourrais venir avec lui en Nagorno-Karabakh, qui est l'enclave entre Arménie et Azerbaïdjan.
Et je lui dis oui. Et maintenant que je pense à cette conversation, je pense que j'ai dit oui dans la manière on dit oui pour aller prendre une bain avec un ami. Et donc on est parti, on était 4. Il y avait un Arménien qui était notre interprète, une dame qui était une ancienne joueuse de netball, on dit netball, de l'équipe soviétique. Et je ne sais pas pourquoi elle était avec nous, mais elle était avec nous. Et on est arrivé à Yerevan, on prenait l'hélicoptère pour aller en Karabakh. Et moi, j'attendais d'avoir des soldats vraiment professionnels. Mais en fait, ils étaient des hommes comme moi, où ils étaient un dentiste, il y avait un dentiste, un avocat. Et ils faisaient la guerre dans une manière tout à fait amateur, pas professionnelle. Et un jour, on a commencé à faire un bombardement d'un village. Et après, ils commençaient à tirer dessous. Et je me souviens, j'étais là, dans la boue, avec les balles qui passaient au-dessous d'un mètre, avec beaucoup de mal à croire que si je me levais, je serais tué. On a passé une semaine là-bas et on est allé à Stepanakert, qui était la capitale. Et les forces azerbaïdjanes étaient dans les collines. Et donc, il y avait justement une pluie de frappes. Et donc, on laisse la voiture et on embrassait les bâtiments pour passer dans les rues. Et on est arrivé à l'hôpital. Et où j'étais à l'intérieur, il y avait des frappes sur l'hôpital quand j'étais dedans. Et je suis sorti. Et quand je suis sorti, je vu arriver les civils blessés. Et je me souviens de cette personne et je lui cours après quand il est pris à l'intérieur. Et tout d'un coup, je laisse tomber mon appareil et j'ai beaucoup de mal à croire que en fait, je vois la mort devant moi comme ça. Et en fait, j'avais ce rêve de devenir un grand photographe, grand rapporteur. Et tout d'un coup, je suis là. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à digérer les choses que je vois. Et aussi, il faut comprendre qu'à cette époque-là, j'ai pris ça sur les diapositives. C'était beaucoup avant la période digitale, numérique. Et donc, j'avais aucune idée. Je pensais que j'avais des clichés extraordinaires. Et à la fin, c'était le seul vrai cliché qui était de qualité. On a quitté Stepanakert, on est rentré avec la groupe avec laquelle on était, les groupes de soldats. Et on est revenu le soir et ils sont partis sur une patrouille le soir. Et le lendemain, je me réveille très tôt et je le vois avec un prisonnier. Et donc, il m'a pas de devoir. Et donc, ils ont pris le prisonnier derrière une petite cabane et ils sont retournés avec sa tête. Donc, ils ont découpé la tête. Et j'étais d'abord dégoûté, mais tellement choqué que je ne peux pas croire les gens avec lesquels avec lesquels j'étais ensemble pourraient faire une chose comme ça. Et ils ont mis la tête dans la voiture dans laquelle on est parti prendre l'hélicoptère de Yerevan. Mais je pense que ce jour-là, je n'étais pas du tout prête à voir les choses que j'ai vues. J'avais 26. Quand même, ça ne m'a pas empêché de faire les voyages. Et aussi à cette époque, j'ai été vraiment aidé par le fait que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais le rouble était très faible contre le dollar. Et donc, j'avais la chance de voyager très, très peu cher. Et donc, je suis allé en Géorgie avec une copine qui voulait être journaliste. Et on a traversé la Géorgie. On s'est arrêté à Gori, qui est la ville où est né Staline. Et à l'époque, il y avait une guerre civile entre l'Ossétie du Sud et les Géorgiens. Et on croisait une bande de soldats qui est entrée dans l'hôtel, en restant dans l'hôtel où on était. Et ils nous ont invités de boire avec eux. Et on a beaucoup bu. Et après, ils ont dit, si vous voulez partir avec nous à la guerre, vous pouvez aller. Donc, on a essayé d'aller avec eux. Et donc, ils ont dit, on va revenir dans une heure. Et donc, ils sont revenus. Et à la fin, ils ont dit, on ne va pas aller au front, on va faire un pique-nique. Donc, on s'est arrêté pour acheter encore du vin et de la viande. Et ils ont trouvé quelques filles aussi sur la route. Et donc, on est parti faire un pique-nique. Et bien sûr, on a bu des quantités de vin extraordinaires, il me semble extraordinaire. Et à la fin du journée, je me souviens que je suis cet homme, ce soldat.
Et tout d'un coup, il prend le métreuil, comment ça s'appelle, baïonnette. Et donc, il lance ça vers moi. Et donc, je recule. Et après, il commence à rire, parce que c'est une farce. Mais quand je regarde cette photo, je me souviens du légèreté qu'il y avait dans le Caucase à cette époque, avant que tout le monde est devenu, les voisins sont devenus les ennemis. Il y a eu une période de tranquillité qui était tellement sereine. Et tout d'un coup, maintenant, tout le monde est au cou de l'autre. Oui. À cette époque-là, j'ai cherché toujours les sujets divers pour vendre aux agences. Et les agences, elles sont fascinées par le militaire soviétique. Et un jour, j'ai un appel du ministère de l'Intérieur, disant qu'ils avaient une nouvelle équipe spéciale, de force spéciale, et donc ils voulaient me faire montrer qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et donc on est tous partis, et ils ont fait du combat avec des bouteilles, avec des briques, ils ont cassé ça, ils ont cassé ceci. Et à la fin, il y a un homme, comme vous voyez, qui se mettait sur terre, et donc il a mis un bout de bois sur son estomac. Et donc il y a le camarade qui a laissé tomber le couteau, et on entendait le bruit que ça faisait quand ça fonçait dans le bois. Après, on lève le bois, il laisse tomber encore une fois, et ça, c'est marque, mais ça rebondit de son estomac. En 1993, je suis allé encore une fois en Géorgie, en Abkhazie. Et là, pour voir, là, vous avez les Géorgiens qui ont quitté Soukhroumi et l'Abkhazie. Il y avait un énorme exode de civils géorgiens. Tout le monde avait besoin de quitter le pays. Mais à la fin, pour sortir de l'Abkhazie, parce que la route était fermée, il fallait monter les montagnes, les Caucases. Et le col de montagne, c'était à 3000 mètres. Et donc, c'était en octobre, et déjà, il faisait très froid la nuit. Et je suis allé avec deux autres photographes et quelqu'un qui travaille pour le service de presse du président Shevardnadze. Et moi, je pensais qu'on va aller prendre une journée sur un hélicoptère, mais effectivement, on a été déposé par l'hélicoptère. Et après, l'hélicoptère avait pris peur des gens, donc il est parti, il nous a laissés là. Et les autres photographes, c'est les photographes expérimentés, donc ils avaient des sacs de couchage, avaient tout, et moi et le type qui travaille pour le service de presse n'avait rien, même pas un sac de couchage. Et donc on monte la montagne, d'abord on passe par les sapins, et la première nuit on dort parmi les sapins parce qu'il faisait trop froid sur la montagne. Et on est comme les cuillères, donc moi et ce type. Et donc après, tous les 20 minutes, il fallait se lever et bouger. Et le lendemain, on commence à monter, et tout d'un coup, on commence à voir les cadavres qui sont sur la montagne. Parce que personne n'a mangé, et tous les hommes âgés, tous les gens âgés n'avaient pas la force pour monter. Parce que chaque fois, on pensait qu'on voit le col, mais en fait, c'est toujours un col fausse. Donc, on montait. Et il y a un moment, on voit un vieillard qui est assis sur un banc de jam. Je pense que c'était de confiture. Et il nous fixe. Il regarde à moi et il nous demande de lui sauver la vie. Parce que évidemment, c'est la famille à le laisser là, parce qu'il ne pourrait pas le prendre avec lui. Parce que c'était trop lourd de porter un homme. Et ça reste pour moi un visage qui me réveille la nuit. Parce que un moment, je pense, qui est très délicat pour tous les photographes, pour les grands reporters, c'est le ligne qui existe entre un observateur et un participant. Et donc, dès que quelqu'un vous demande de passer cette ligne, et notre voyage qui commence, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus inquiétant. Et donc, là, il y avait quelqu'un qui me demandait de sortir, d'être observateur, de lui sauver. Et donc, lui a dit non. Et on passait.
mais même je sais que c'était impossible, on avait du mal même à porter nos appareils, je sais que c'était impossible de les porter quand même, il mourait la nuit. Donc je le vois, je ne peux pas lui échapper. Et après, je pense, encore 6-7 heures, finalement, nous sommes arrivés au cours du montagne et on descend de l'autre côté. Et là, tout un bout de la forêt des Sépins, on voit les gens qui ont tout ce qu'ils avaient, qui c'était l'habit et les vêtements. Là, on revient à Karabakh, funérailles d'un jeune soldat. Et un autre moment très difficile, je trouve, pour les photographes, c'est jusqu'à quel point c'est la distance qu'on laisse toujours entre vous et les gens qu'on photographe. Là, on a une dame, une mère, et pour moi, la chose qui est toujours plus difficile à voir, c'est une mère qui a perdu un enfant. Et je me souviens, je l'attendais parce que tous les jours, il y avait des funérailles, donc on entendait la musique, et je la vois. Donc on en voit les hommes qui portent le coffre, et donc tout d'un coup, il y a un trou qui l'attendait. Et donc, cette dame arrive, elle voit le trou et commence à pleurer. Et jette ses bras, c'est en train de demander Dieu pourquoi c'était son fils qui était choisi à mourir. Et même que je suis si proche, et on sent que les gens, ils ne sont pas dérangés que vous êtes là, mais quand même, chaque fois, avec un moment si difficile que ça, c'est toujours... j'ai du mal à trouver la distance correcte qu'il faut avoir entre vous et les gens qu'on photographe. Donc il fallait souffler après tout ça. Et ça c'est une photo dans un étage à Saint-Pétersbourg. Et maintenant tristement pas, ils ont refait le bâtiment pour les impressionnistes, c'est notre bâtiment. Mais là, si vous connaissez, c'est le 3e étage. Et moi, j'ai toujours très peu des dames qui sont des musées. Et donc, même si en fait on a le droit de prendre des photos, quand même, et là j'étais avec un Leica qui est très 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 silencieux, c'est l'appareil le plus silencieux qu'il y a. Et donc on voit personne, je vois elle avait les bottes cubaines, cette dame-là, la première dame. Et je sais quand j'ai pris cette photo qu'elle m'entendait. Elle ne me voyait pas, mais je sentais qu'elle me voyait par le mur. Et je me souviens que, et bien sûr, elle prend un pas et le parquet qui fait de comme ça. Non, elle m'a eu. Oups, sorry. La Russie. Donc, ils m'étonnent, les Russes. En Angleterre, on lit beaucoup de littérature russe. En fait, je pense qu'on lit plus de littérature russe que toutes les autres littératures étrangères. Et donc, moi, j'étais nourri avec les romans de Tolstoï, de Dostoïevski. Mais même avec ça, j'étais pas du tout... et même maintenant, je suis toujours étonné par les Russes. Et ça, c'est les marches. C'est à Serebrenibor, dans les bois argentés à Moscou. Et tous les samedis, ils cassent la glace qui est arrivée pendant la semaine, et ils plongent dedans. Et donc, tout le monde plonge dans une manière différente. Il y a les gens qui font 10 minutes, et ceux qui se lancent et qui sortent tout de suite. Et il y avait cette dame qui a fait, il me semble, 4 ou 6 allers-retours. Et on voit la neige qui a commencé qui a atterri sur la coiffure. Et donc, elle sort de cette piscine qui était tellement glacée. Bien sûr, ils m'ont invité. J'ai dit non, pas cette prochaine fois. Et si elle sort dans une piscine dans la sud de la France. Je me souviens très peu de cette photo. Mais je peux vous dire que c'était Pâques. Et je ne me souviens pas beaucoup d'amis russes avec lesquels je suis allé. C'est en Tver. Et on est parti de Moscou parce qu'il y a un ami qui était prêtre. Et on a passé toute la nuit dans le service. Après, il y avait le dîner. Et après, je me souviens de rien. Et c'est intéressant qu'à l'époque, on a les planches contact parce qu'on peut suivre le trajet du travail, le trajet du moment ou de la journée.
Et là, il n'y a rien entre la messe et le lendemain. Mais ça m'amuse parce que là, on voit tous les moments, tous les signes du déjeuner de Pâques. On a les conserves, les boîtes, la vodka, le samovar. Et j'ai aucune idée qui est ce monsieur qui est là. Voilà. Mais ça fait le mystère qui est la Russie. Non, chez Félix. Et je pense que l'autre mystère, il y avait un photographe russe, Vladimir Surmin, avec lequel j'étais très copain, qui marquait beaucoup pour moi parce qu'il me disait que je faisais de la photo pour l'argent. Il me disait qu'il fallait travailler uniquement pour l'âme de la photo. Et donc je suis allé avec lui sur un pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage Velikoretsk, qui est dans la région de Kirov. Et c'est environ 150 km, on fait ça à pied. Et on marche de 5 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Et quand je suis arrivé à 5 h du matin, j'entends un tout petit bruit, et donc parce que j'aime poncher, c'est poncher, autant que c'est poncho. Et donc je fais comme ça, et je vois mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je pense que c'est une impression. Mais c'est uniquement que j'entends les mots du prière que je pense que c'est une dame. Voilà. Mais ça, pour moi, la photo, c'est la découverte, c'est la manière dans laquelle ça ouvre l'horizon, dans un sens émotionnel et visuel, dans tous les sens. Et là, vraiment, ça, c'est le plaisir de travailler en Russie. À côté, le bureau du New York Times, c'est à Sadovaya-Semetochna, pas loin d'ici, et c'est à côté du cirque. Et un jour, j'ai rencontré Nikulin, qui était l'ancien directeur, le clown fameux. Et donc, il m'a donné un laissez-passe pour la saison. Et donc, je suis allé souvent pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et donc, un soir, il y avait des acrobates géorgiens. Et donc, ce n'était pas très géorgien parce qu'il y avait beaucoup de... hirsutes, vous dites ça? Ils étaient hirsutes, mais ils avaient les pantalons en chiffon, qui n'étaient pas très corrects, il me semblait. Voilà. Mais ils étaient sur un trampoline. Et la chose qui m'a toujours fasciné avec le cirque, pour moi, c'est comme une église soviétique. C'est-à-dire ils ont construit des cirques, comme ils ont arraché les églises, ils ont construit des cirques. Et donc, c'est un endroit où on laisse à côté, en réalité, on veut croire. On veut croire. Et donc, on voit cet acrobat, on veut croire qu'en fait, il est en plein vol. J'ai quitté la Russie, donc j'étais en Ukraine pendant entre 91 et 85, puis je suis allé à Moscou en 95, et j'ai passé 3 ans ici. Après, je suis allé en Italie pour le New York Times. Une des premières choses que j'ai fait, c'est aller à Favignane, c'est une île à côté de Sicile. Ils font la Matanza, qui est la recoute de thon. Et c'est tout à fait une chose italienne, parce qu'on est arrivé le vendredi, il fallait se faire le samedi. Mais on est tous partis sur la mer. Ils ont essayé de monter les filets, merci. Ils ont essayé de monter les filets, probablement des filets à cause du courant, du vent. On est là en train d'être brûlé par le soleil féroce. Et donc, on est tous rentrés. Et moi, il n'y avait pas d'hôtel à cette île. Donc, j'ai loué une chambre avec un couple, Giovanni et Giovanni. Il était ancien pêcheur. Et donc, bien sûr, dimanche, ils ne font pas. Lundi, je suis allé à 6 h du matin. Ils ont dit non. Il y a toujours un problème avec le courant. Et donc, je suis rentré le soir chez Giovanni. Il m'a dit, demain, ils vont faire, je suis sûr. Et donc, ils n'ont pas fait le lendemain, ni mercredi. Et finalement, jeudi, on est parti et on a attrapé. Et les thons, ils pèsent environ entre 100 entre 80 et 200 kilos. Quand j'ai des bases en Italie, je suis allé, pendant la guerre en Kosovo, je suis allé sur une... non, pas un porte-avions, mais c'est militaire. Oui, on a un bateau militaire américain qui lançait les missiles en Serbie. Et moi, j'ai trouvé ça très difficile à croire, parce que pour moi, la guerre, c'est une chose qu'on voit, on peut toucher même.
Et je ne pourrais pas croire que ça c'est de la guerre, que c'était les combattants qui m'entouraient. Et parce que, littéralement, on était levé à 2 heures du matin, on se mettait, on regardait un missile qui partait comme ça, après ça c'était la guerre. Et j'étais là pendant une semaine. Et donc tous les jours, je cherchais quelque chose effectivement sur lequel je pourrais tenir. Et tout d'un coup, finalement, j'ai trouvé cette matelot, qui me semblait d'être du Deuxième Guerre mondiale, sur lequel c'était finalement quelqu'un sur lequel je pourrais fixer un regard qui me semblait réel. Oui, sorry. Voilà. Italie il reste toujours pour moi un pays de Fellini. Et un jour, j'ai été envoyé par le New York Times pour photographier les tomates de San Marzano. Et donc, je suis allé et j'ai été rencontré par l'équipe de la mairie qui m'a montré le dernier champ, il faisait la récolte des tomates. Et donc, il y avait un fermier très fier qui m'a montré ses tomates. Et voilà, et après, ils dit voilà, c'est très bien, voilà, on va déjeuner. Et donc, il n'y avait pas du tout une photo, et c'était pour un article par un des plus grands reporters du New York Times. Donc, je savais qu'il fallait faire plus. Et donc, j'avais très peur parce que pendant le déjeuner, ils m'ont donné une caisse avec 25 kilos de tomates. Et après, ils disent, voilà, mais après, en fait, si vous voulez voir quelque chose d'autre, j'ai dit oui, 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 et on peut vous montrer l'usine. Et donc, je pars avec le patron de l'usine, et on arrive, c'est un bâtiment métallique en blanc. Je dis, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc, il ouvre la porte, et tout d'un coup, je vois cette scène de Fellini avec les dames en blanc qui sortent les tomates. Et donc, en Italie, il faut toujours croire que ça va. Parce que, et normalement, il faut dire qu'après le déjeuner, il n'y a rien de bon pour les photographes. Et toujours, c'est le matin que ça se fait, les belles photos. Pendant que j'étais en Italie, je suis entré souvent aussi pour aller en Tchétchénie, et ça c'est pendant la Deuxième Guerre. C'est une dame, c'est une mère qui était blessée. Et donc, il y avait son fils qui l'a poussé dans une brouette pendant 10 jours pour la sortie de Grozny. Et là, on est à l'endroit qui s'appelle Stare Sonje, qui est jusqu'à l'entrée de Grozny. Et je me souviens d'elle parce que je commençais tout de suite à me fixer comme ça avec son œil. Et j'ai commencé à parler avec elle. Je disais, disons les choses, vous n'inquiétez pas, ça va aller, vous n'inquiétez pas. Et elle ne disait pas un mot. Et en fait, elle m'a tellement frappé avec son regard que j'ai pris littéralement deux clichés parce que je pourrais faire plus. Quand j'ai basé en Italie, je suis allé souvent au Moyen-Orient et je suis allé à Bagdad, en Irak, en 2001. Et bien sûr, en Irak, on voulait voir Saddam, mais on le voyait uniquement son portrait. Donc il était partout, mais on ne le voyait pas. Et tout le temps, on était mené par les gens qui travaillent pour le ministère de l'Information, qui voulaient montrer rien. Donc il y avait un programme, donc ils montraient chaque journaliste étranger qui venait en Irak. Et toujours, je ne sais pas pourquoi, à Bagdad, on est allé en l'endroit chiite, qui maintenant s'appelle Sadr City. Et on est entré, et donc c'était un magasin de robes de mariage. Et là, je mets cette photo parce que j'étais tellement frustré par le fait qu'on voyait Saddam partout, mais on ne le voyait pas. Et donc, chaque fois, je voulais prendre une photo, il fallait demander si je pouvais la faire. Et donc, finalement, je demande si je peux prendre une photo. Et donc, il y a une dame qui sort, et que je le vois réellement, mais je ne vois pas son visage. En 2001, le 11 septembre, j'étais à Rome. Et tout de suite, j'ai été envoyé à Gaza, parce que le New York Times pensait que se passerait quelque chose à Gaza. Là, 2 semaines après, ils m'ont envoyé en Afghanistan. Et j'ai passé 3 mois et demi en Afghanistan. J'y arrivé au nord, et j'ai suivi les forces d'Alliance du Nord. Ils ont pris les villes du Taliban. Et tous les jours, mais j'étais très déçu par
par le Mujahideen, parce que les imaginais comme les soldats extraordinaires, tellement courageux, mais rien de tout. Donc, d'arriver au front, et donc il est en train de bouffer du thé, on regarde la télé, et donc vous nous demandez comment vous allez attaquer les positions du Taliban. On dit, oh, je ne sais pas, on attend, il ne faut pas se presser. Et j'étais très déçu. Mais tous les jours, quelque chose pour vous décevoir, il y a un moment qui vous lève, qui vous monte. Et donc, sur le retour, tout d'un coup, je vois ce couple biblique presque, c'est un Badakhshan, c'est tout noir, donc il y a une sécheresse extraordinaire, donc il n'y a rien qui pousse sur les montagnes. Mais tout d'un coup, je vois, et je me souviens quand après j'ai pris cette photo, j'ai entendu les bruits du pas de l'âne et du mari. Donc, même il y a, pendant les journées, qu'il y a vraiment, on est triste, on est déçu, il y a toujours un moment vous, euh, qui peut vous monter. Je pense que pendant tous les endroits où j'étais, la violence en Afghanistan est toujours c'est le plus brutal et le plus inattendu. Donc là, c'était la journée où en fait, l'attaque américaine commençait contre les talibans. Donc on est là dans notre voiture et on fonce vers le front. Et tout d'un coup, il y a une frappe de char qui arrive à 50 mètres de nous. Et on voit ces deux jeunes hommes, ces deux soldats. Et j'étais étonné parce que j'ai imaginé que ses camarades et les hommes allaient essayer de les aider. Mais en fait, moi, ils regardaient. Et donc, ils n'ont fait rien. Hmm? Oui, oui. Et donc, c'était écrit, disons. Et donc, je suis passé au front et je suis rentré. Et donc, il y avait uniquement un petit bout de sang sur le sable, sur la route qui restait, il était enterré. Mais je me souviens quand j'ai regardé je ne voulais pas croire. C'est un moment très difficile quand, avec une photo, avec un appareil de photo, on regarde et je parle encore de l'idée de distance. Aussi, ça vous protège. La photo, c'est une barrière par laquelle vous filtrez les choses qu'on voit. Et c'est uniquement après que vraiment il commence à vous déranger. À le moment, on pense vraiment d'isoler le moment, d'essayer de mettre en scène les choses qu'on voit. Mais quand même, j'étais troublé par le fait qu'ils étaient même plus forts que moi, les hommes qui les entouraient. Donc là, je reste toujours l'observateur. Eux, ils sont les participants, mais ils essaient de faire rien. C'est la même idée que le couple, c'est Mazar-e-Sharif. Il y a quelqu'un ici qui est allé en Afghanistan? Non. C'est Mazar-e-Sharif, c'est l'endroit qui s'appelle Hazrat Ali. Ali est enterré en Irak, à Najaf. Mais l'idée que son âme reste à Mazar-e-Sharif. Et tout le monde dit que si on nourrit les colombes, c'est un geste religieux. Aussi des légendes autour de... Donc si un pigeon qui arrive, il devient un colombe. Et en tout cas, des tas de légendes autour des colombes. Et bien sûr, je ne crois pas, mais quand j'ai pris cette photo, j'étais étonné par le fait qu'ils étaient tellement... Ils ont mis spécialement chacun dans son place correcte pour faire une belle photo. Ça, c'est John Walker Lint, qui était l'Américain qui a fait la guerre pour les talibans. Le taliban américain. Donc, je vais montrer en fait 3 photos ici. C'est cela. J'ai trouvé qu'il y avait une forteresse qui s'appelle Kalajangi, qui est à Mazar-e-Sharif. Et donc, ils avaient les prisonniers de talibans. Et un jour, il y avait en fait un officier du CIA, okay, qui les interrogeait. Et donc, ils l'ont tué. Et dans tout d'un coup, il y avait une guerre plein centre de Mazar-e-Sharif aux prisons. Et
à Mazar-e Sharif, il y a les forces ouzbèques de Dostum, qui est renommé comme le type le plus féroce de toute l'Afghanistan. Et aussi, donc, on appelait les frappes aériennes des États-Unis. Et donc, littéralement, il y avait un tapis de cadavres. Il y avait au moins 200 morts qui étaient là. Et la chose qui est extraordinaire, ils nous ont laissé entrer comme ça pour nous montrer en fait le propre férocité des forces ouzbèques. Et donc, il y avait cette chien qui flânait, des trucs comme ça, même sur les cadavres. Donc, même les soldats qui enlevaient les dents d'or des prisonniers morts. Et donc, lui, il est sorti de ça. Et donc, j'ai pris 2 photos. Donc, il y a une photo, il y a ses bras comme ça qui couvrent ses yeux. Il ne me demande pas de prendre une photo. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il parle en anglais, mais avec un accent tellement fort que je ne croyais pas que c'était un Américain. Et après, j'ai pris cette photo. Et seulement 2-3 jours après, quand j'ai entendu qu'il y avait un Américain qui était parmi les prisonniers, que j'ai compris que c'était lui. Et donc, à l'époque, l'Afghanistan, c'était la première guerre numérique. Et donc, j'avais très peu de place qui est restée sur mon disque dur. Et donc, tous les soirs, j'avais besoin d'enlever les photos qui ne me plaisaient pas. Et je me suis dit, ce jour-là, je n'ai pas fait. Pourquoi? Et donc, c'était après 2 jours, je dis, oh voilà, heureusement, je n'ai pas enlevé les images. Ça, c'est au Liban. C'est dans le sud, c'est sur la frontière entre Liban et l'Israël. Et c'est les dames de Hezbollah. Et donc j'étais au Liban pour voir Nasrullah, le chef de Hezbollah, et j'ai attendu 3 semaines pour le voir. Et pendant que j'étais là, j'étais invité de regarder une manifestation qui m'ont dit que c'est une chose extraordinaire. Et donc j'arrivais à la frontière, il n'y avait personne. Et donc tout d'un coup, il y a 2 chars qui arrivent, il y a des femmes qui sortent, et donc les collègues mâles en costume qui les donnent les énormes portraits. Et donc, tout le monde est aligné sur la frontière, tout d'un coup, il y a la commande de marcher, et donc ils marchent. Et à la poste israélienne, ils tournent les tableaux, s'ils sont en train de faire une invasion de tableaux en Israël. Et après, ils arrivent, ils reviennent au char, et on départ, je suis là. Ça, c'est c'est fighter plane. C'est une F-16. Voilà. J'étais dans non, j'étais dans un autre avion. C'est quelques mois avant le début de la guerre en Irak. Et tout le monde savait qu'ils vont commencer à faire la guerre. Mais c'était un jeu de chats et de souris, on dit ça en français. Et donc, les forces américaines ont été basées en Turquie. Et donc, ils avaient besoin de faire la patrouille sur le nord de l'Irak. Et bien sûr, ils n'avaient pas le droit en fait, d'arrêter les positions irakiennes. Et donc, ils lançaient les bombes de béton pour ne pas tuer les civils. Donc, ils lançaient des bombes de béton pour détruire uniquement le char ou la chose qui tirait dessus, pour ne pas tuer les civils. Et là, j'étais en train de mettre le kérosène. Et donc, tout d'un coup, donc, je suis là pendant 4-5 heures. Donc, il y a les F-16 et les F-15. Et donc, tout d'un coup, il y a un qui, là, je suis mis sur une vitrine. C'est refueling. Donc, c'est l'avion qui donne le kérosène. C'est ça, c'est refueling plane. Ouais. Et donc, là, je suis une vitrine. Donc, je suis à côté de quelqu'un qui gère le tuyau. Et tout d'un coup, il y a un avion qui descend comme ça. Et là, on voit c'est en train de passer par le barrière de sang. Et donc, le type, il me regarde comme ça. Et donc, je ne sais pas, je suis énervé ou je suis voulu le féliciter pour qu'il peut faire un travail comme ça. En fait, je pense que je suis très énervé par lui. Et donc, Irak. Pendant la guerre en Irak, on avait des journalistes qui étaient embedded.
on lit, au lit. Justement, je ne dis pas ça. En fait, j'ai traversé la frontière le premier jour de la guerre avec un correspondant du New York Times. On a loué une voiture de Hertz et on a traversé la frontière. Après 3 jours, on n'avait rien à boire, rien à manger. Donc, on a trouvé les marines américains qui ont dit, voilà, vous pouvez venir avec nous. Et après une semaine, il y avait une tempête de sable féroce qui a arrêté les Américains pendant 3 jours. Et il y avait une partie des marines qui étaient à l'intérieur des chars et ceux qui étaient sur les camions ouverts. Et là, vous avez le sable qui bat avec un vent terrible. Et les marines, j'étais fasciné par les marines parce qu'ils sont tellement polis, mais aussi ils sont les tueurs. Donc ils ne disent jamais tirer dessous, ils disent toujours allumez-le, light it up. Et donc ils sont charmants, mais les tueurs professionnels. Et j'étais fasciné par ce type-là. Donc tout le monde est là, on peut rien voir, mais non, il faut absolument manger les Skittles. Et c'était utilisé pour une couverture d'un livre qui s'appelait Fiasque, qui était un livre sur le débâcle d'Irak. Et sur la couverture du livre, ils avaient besoin d'effacer le Skittles qu'on n'avait pas la permission d'utiliser, le trademark sur le livre. Et même les gestes de tous les jours, quotidiennes, avaient une violence. Donc je regarde, et donc je regarde quand il rase très 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 lentement. Et j'imagine que ça lui fait mal, mais il ne bouge pas. Et donc il fait ça, et donc à la fin il prend un torchon, il enlève les petits bouts de sang. Et donc s'il n'y avait rien. Ça c'est juste avant la chute de Bagdad. C'est littéralement derrière moi, on a la rivière Euphrate, qui est la frontière de la ville de Bagdad. Et pendant tout le voyage, qui a pris 3 semaines par les Bagdad, on avait tous peur des frappes chimiques. Et même je portais de camouflage plastifié contre une frappe chimique. Mais qu'il y avait un jour qu'on avait des alarmes. Et en fait, moi, je portais avec moi, j'avais un sac avec un singe, si jamais j'étais attaqué. Et la seule chose qu'il fallait faire tous les jours, c'était de se raser, parce que sinon, on mettait la masque, et si on ne se rasait pas, ça ne fumait pas sur le visage. Et donc, je me souviens, donc il y avait l'alarme, et j'étais dans une tente avec 10 soldats et 2 journalistes. Et donc, on mettait tout le monde, on mettait le respirateur. Et c'était comme une conférence de Star Wars, de Darth Vader. Comme ça. Et tous les secondes, je pense que je vais mourir, je vais pas me raser ce matin. Et donc, 3 fois pendant la nuit, on avait cette alarme, mais il n'y avait rien. Mais quand on a regardé cette missile qui est là, et on pensait peut-être que c'était le missile qui pour nous lancer les frappes chimiques. Mais je regarde ce paysage et presque je vois une peinture parce que l'hélicoptère qui attaque derrière, le cadavre en bas. En fait, il y a même un artiste américain qui a fait un tableau de cette photo qu'il m'a envoyé. Et je me souviens, c'était quoi? Littéralement, c'était à 6 h du matin, je me lève, je sors de ma tente et c'est ça que je vois. Parce que pendant la nuit, on ne voyait rien. On a mis la tente et le matin, on voit ça. Et ça, c'est la fameuse statue qui a marqué la fin de la guerre. Et la raison pour laquelle ils ont choisi cette statue, c'était en face de l'hôtel où il y avait la position de CNN. C'était en face du Sheraton. Et donc, je pense qu'il y avait 100 Irakiens, 200 soldats et 300 journalistes ce jour-là. Et donc, quand même, à l'époque, ils sentaient quelque chose qui n'était pas correct. Et je pourrais pas même vous dire, donc j'ai pris cette photo et je reculais parce que prendre la photo de la chute de cette statue ne me semblait pas effectivement la vraie photo. Il y avait quelque chose d'autre que je ne pourrais pas
touché à ce moment-là, mais je reculais et ça, c'est la photo que j'ai prise de ce moment. Je vais montrer 5 photos ici. Ils sont 5 photos prises à Beslan. Quand le crise de Beslan a commencé, j'étais en France. Et je suis arrivé, j'ai pris l'avion pour Moscou, après j'ai pris l'avion pour Beslan. En fait, Beslan est l'endroit, il y a l'aéroport de Vladikavkaz. Et on est en train de descendre, et tout d'un coup, ils annoncent qu'on va atterrir à Menaranivadi, qui est à 200 km. Et tout le monde, il y avait bien sûr les membres des familles, tout le monde savait très bien que quelque chose de terrible s'est passé. Mais on ne savait rien, et donc je suis arrivé le soir, et je ne croyais pas les choses que mes collègues m'ont dit. Et tout le monde cherchait ses enfants, ou ses proches. Mais il y avait tellement de morts que dans les morgues, ils ont mis tout le monde à l'extérieur. Et il y avait ce garçon qui était là. Et pendant la nuit, il y avait une pluie. Et quand je regarde cet enfant, il y a un don qui n'est plus là. Et je me demandais, je ne sais pas pourquoi, m'ont demandé pourquoi il a perdu ce don. Et bien sûr, on a un enfant qui est mort. Mais en fait, la question qu'il me posait, c'était pourquoi il a perdu ce don. Parce que j'étais du mal à croire que dans ce monde, la guerre peut être tellement féroce qu'on peut tuer facilement les enfants. Et pour moi, Beslan était un moment qui m'a vraiment changé. J'avais beaucoup de mal après ça, l'idée de voir la guerre. Parce que la guerre, pour moi, était toujours une chose. Bon, était toujours sale, mais quand même, c'est toujours une chose qui était faite entre les combattants. Et dès que ça touchait tellement spécifiquement les enfants et les dames, vous savez qu'il y a quelque chose que moi j'avais beaucoup de mal à digérer. Et quand j'étais là à Beslan, je suis rentré 2 semaines après. Et bizarrement, tout le monde, j'imaginais que personne ne voulait aller dans l'école. Mais non, effectivement, ils refusaient d'accepter le fait que le monde pourrait être comme ça. Ils voulaient dire que non, on va faire la bataille contre le diable que ces terroristes nous a apporté. Et cette photo, c'est dans une des salles, les terroristes ont pris des hommes qui étaient là le jour d'ouverture. Et donc, ils ont exécutionné les hommes, ils ont jeté par la fenêtre. Donc, dites-moi, il y avait une vingtaine, trentaine d'hommes qui étaient, dites-moi, à l'extérieur de cette salle. Et les hommes éthiopiens qui sont venus, ils ont allumé les cigarettes, ils ont laissé les cigarettes brûler, comme ça, comme une marque de respect pour eux. Oh, sorry. Ah. Oh. Quand j'étais à Rome, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps avec le pape. Et quand le pape est mort, il y avait 3500 journalistes qui étaient accrédités pour couvrir les événements. Et le jour qu'il était amené dans le basilique de Saint-Pietro, il passait par la place qui était en face, et tout le monde avait une position. Et moi, j'étais littéralement sur le chemin. Et il était amené par les gentilshommes du Vatican. Et je le voyais arriver parce qu'ils ont marché très lentement. Et je l'attendais, et je voyais déjà la photo que je voulais faire. Et quand il est arrivé, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec être si proche. Donc ça a perdu le dignité, il n'était plus distingué. Et donc il est parti. Donc il y a une pente comme ça qui monte vers l'entrée de l'église, de la basilique. Et je le voyais partir et j'ai dit, oh non, j'ai tout raté. Donc il y avait un moment un peu hystérique et j'ai tout raté. Et donc, mais tout d'un coup, les hommes, ils arrêtent et donc ils tournent
le pape pour montrer une dernière fois au peuple qui est là. Et donc, dans ce moment qui tourne, il est là, à travers l'entrée. Et donc, ça, c'est le moment. Et donc, j'avais vraiment pris ça comme une signe. Donc, il a toujours fait les miracles. Le pape est là, il a fait une dernière pour moi. Ici, il y a une série de Tchernobyl et liquidateurs, les hommes qui étaient envoyés pour faire la bataille contre Tchernobyl. Et là, c'est la zone. C'était un pilote d'hélicoptère. Et j'étais fasciné par Tchernobyl parce que quand j'étais arrivé à Kiev, c'était uniquement 5 ans après la tragédie. Et j'étais fasciné par l'idée de faire la bataille contre un ennemi invisible. Et aussi le fait que les liquidateurs n'étaient pas considérés comme les vrais héros par les Russes. Pour les Russes, un vrai héros, c'est quelqu'un qui est un vrai combattant. Et eux, ils n'étaient pas les vrais combattants. Et ici, on a un pompier, c'est dans le cimetière ici à Moscou, qui était tellement irradié qu'il est mort de ça. Et donc, il y a la famille qui, c'est 20 ans après le jour, qui l'entoure. Ça, c'est Victor Bout. Il y a quelqu'un qui connaissait Victor Bout? Donc, c'était le marchand d'armes plus connu du monde. Ils ont fait un film avec Nicolas Cage autour de lui. Et maintenant, il est en prison aux États-Unis. Et donc, la première fois, il n'a jamais eu son portrait, c'était ce jour-là. Et je me souviens très bien de lui parce qu'il est arrivé avec son frère dans une voiture, un BMW 850 en bleu électrique, avec les sièges en bleu électrique. Et donc, il est sorti. Et d'abord, j'avais une lampe. Je n'ai pas utilisé le flash. J'ai mis une lampe normale parce que je ne voulais pas le déranger, parce que comme il est tellement féroce. Et là, j'aime beaucoup avec cette photo parce que, bien sûr, c'est un type particulier, peut-être méchant, peut-être pas méchant, très intelligent, mais en tout cas, c'est pas clair. C'est pas qu'il est bon ou pas bon, c'est pas clair. Et j'aime beaucoup cette photo parce que on ne sait pas s'il vous menace ou il ne vous menace pas, ou s'il est bon ou il n'est pas bon. Et après cette photo, j'ai commencé à utiliser un flash, mais ça l'a dérangé énormément. Et donc, il a dit non, non, c'est fini. Et donc, le moment avant qu'il part, il me dit, si je n'aime pas les photos, la meilleure chose qui va se passer avec vous, c'est que je vais casser uniquement vos appareils. Et donc, après ça, il est parti. La photo, pour moi, c'est un voyage au bord. C'est-à-dire, c'est un bord qui peut être un bord émotionnel, aussi géographique. Et je suis allé en Tchoukotka pour voir un village de chasseurs, Tchoukchi. Et on a passé 5 jours là-bas. Et le dernier matin, il y avait, je me levais et j'ai trouvé les chiens de traîneau en train de coucher dans la neige. Et les chiens, ils peuvent jamais être, ils sont jamais admis aux chaleurs. Donc ils doivent toujours rester à l'extérieur. Et j'adore cette photo parce que j'aime bien l'idée de les héros du Nord, du froid, qui peuvent se vivre dans ce climat. Et j'ai en train de le photographier et donc son patron arrive, le chasseur arrive, et c'est comme 2 Anglais parce qu'on ne savait pas quoi dire, parce que c'était à 7 h du matin. Et donc il m'a regardé, je le regardais, et il me disait, il ne fait pas si froid que ça. Et je dis oui, non, pas si froid que ça. Et donc il est parti avec les chiens. Ça c'est notre série, j'ai fait sur les vétérans, c'est notre livre que Jean-François a mentionné. J'ai passé 4 ans, je suis allé au parc Gorky, j'ai fait une statue à l'entrée du parc le 9 mai. Et ça, c'est mon préféré, il s'appelle Zaguskin. C'était un commandant de bateau de torpedo boats. Ouais. Et je fais cette série sur un Hasselblad, donc avec le vrai film. Donc il fallait changer les films après 12 clichés. Et donc là, il se met devant moi et je commence à faire la photo, mais le film a été fini.
Donc, je lui dis, j'ai pas besoin de changer le film. Et il me demande si j'ai le temps pour fumer une cigarette. Et je dis, bien sûr. Et donc, quand je change de film, et je prends un cliché de lui quand il est toujours en train de fumer. Et après, il me voit, donc il jette bien sûr la cigarette à terre. Mais les autres images étaient pour moi beaucoup moins intéressantes parce que là, je trouve qu'il est comme un idole des films d'années 30, 40, très, on peut distinguer, même avec une cigarette. Oui. J'ai été envoyé pour prendre les photos d'une société agricole qui s'appelle Black Earth, qui est la plus grande terrain privé en Russie. Et donc j'ai été envoyé pour photographier le blé qu'ils ont. Mais le blé, ce n'est pas un thème très intéressant. Et aussi là aussi, c'est un pays très plat. Et donc j'étais assez frustré. Et donc je l'ai regardé, je cherche le point de vue qu'il me faut. Et tout d'un coup, je vois cette fille qui arrive. Donc littéralement, elle commence là et je la vois. Donc j'arrête la voiture et je l'attends. Et donc, il n'y avait pas de bruit, donc il y avait un peu de vent dans le blé, et sinon il y avait le son de son marché sur la route. Et bien sûr, comme une vraie héroïne, ne me regarde pas. Et bien sûr, c'est difficile de ne pas me voir, parce que je suis là avec la voiture, avec un homme appareil, mais non, elle regarde tout droit, elle me passe. Et il y a un petit village, très petit village, qui est là derrière moi. Et donc, je monte la route pour voir d'où elle est venue. Et donc, il y avait une autre route qui arrive, mais on est toujours au milieu de nulle part. Et donc, je ne sais pas si elle venait pour voir sa grand-mère ou si elle venait d'où, je ne sais pas. Donc, ça reste toujours un grand mystère là aussi. Poutine. J'ai photographié Poutine, je pense, 25-30 fois. Mais c'est un homme qui laisse tomber jamais la masque. Donc, ce n'est pas intéressant de le photographier. Et pour moi, Poutine est plutôt une idée qu'une réalité aussi. Il est très très peu parmi les gens. Il y a toujours des espaces fermés avec les gens qu'il faut avoir. Et donc, il n'est pas intéressant à photographier. Et donc, un jour, il y avait une manifestation de Naché. Et là, je vois ce bouton qui était sur une jeune fille avec un fourreau. Et là, il me semblait que j'étais jamais si proche à Poutine que ce moment. C'était après les élections en 2008. Et donc, la police qui attend l'arrivée des bolcheviks nationaux, qui, vous savez, ils sont toujours un peu des hooligans. Et donc, même s'il y a une dizaine ou une vingtaine, il y a toujours au moins 200 flics qui sont là pour les attendre. Et pour moi, souvent, quand je suis quelque part, la scène qui est devant moi est souvent moins intéressante que la scène qui est à côté. Et donc, je tourne et je vois ces pauvres soldats et on voit les casques qui sont très mauvais et donc ils ont froid. Et donc, derrière cette fille magnifique qui me regarde dans le même façon que le soldat me regarde. Et ça me dit que les choses qui sont à côté sont souvent plus intéressantes que les choses qui sont devant nous. Voilà. Ça, c'est notre moment. C'était avant le jeu le final de Champions League ici en 2008 entre Chelsea et Liverpool. Et moi, je suis allé parce qu'en fait, je suis un fan de Chelsea. Et donc, j'attendais le match. Et tout d'un coup, j'étais dans un couloir et je vois cette jeune fille. Et donc, j'étais fasciné parce que j'imagine que je me demande où ils ont trouvé les chapeaux. Et je pense que c'est devrait être des Jeux Olympiques en 80. Mais tout le monde, quand j'étais en Italie, les Italiens m'ont toujours demandé, les hommes italiens m'ont toujours demandé dans les cocktails, est-ce que c'est vrai? Je dis quoi? Les filles russes? Je dis oui, c'est vrai. Et donc ils sont tous partis, comme ça je les voyais partir. Et la chose qui c'est pas la beauté, c'est le manière dans lequel rien n'est impossible. Donc là, ils portent des costumes imbéciles, avec des chapeaux idiotiques. Mais non, ils font ça s'ils portent du Chanel, du Dior, c'était tout le monde.
C'était tout à fait magnifique et beau. Euh, donc, ce sont les frères positifs, The Positive Brothers. Donc, j'étais envoyé à New York, par le New York Times pour faire un reportage sur New York vu par les yeux d'un étranger. Et pour moi, New York, même avant que je suis allé à New York, je connaissais New York parce qu'on voit New York dans tous les films. On connaît New York, même si on ne connaît pas. Et quand j'étais là, j'avais l'impression, je ne comprenais pas si je vois un film ou je vois les réalités. Donc, par exemple, un jour, je sors du métro à Wall Street. Et donc, il y a des policiers de route avec les vestes, non pas des vestes, avec les vestes en cuir magnifiques, comme dans les films. Donc, je les laisse, je vais à Wall Street. Et donc, il y a un groupe d'étudiants de Fordham qui sont là dans les costumes, avec les mouchoirs blancs. Il fait les Wall Street, tu vois, le film de Wall Street. Et après, je descends au parc Battery et je trouve ces deux gars-là. Et donc, ils étaient acrobates, ils ont fait une petite performance. Et bien sûr, à la fin, ils ont pris le chapeau pour les dollars. Et tout le monde échappe quand ils peuvent. Et voilà, pour moi, c'était pas comme moi, les hommes qui flânaient entre la réalité et les surréalités. Ça, c'est mon fils. Pas maintenant, c'est il y a quelques années. Et ça, c'est ma fille. Donc, ils étaient très mécontents parce que je n'ai pas mis le chien dans le livre. Donc, il y a ma femme, mais ça, je laisse pour la fin. Ils étaient mécontents que je n'ai pas mis le chien. J'ai mis les enfants dans ce livre. Peut-être que c'est pas normal de mettre les enfants dans un livre avec des images de guerre. Mais mon fils, Félix, au début, il me parlait en russe parce que j'étais tellement absent à la maison. Et donc, moi, je lui parlais en anglais, il me parlait en russe parce qu'il y a mon papa qui est plus riche en russe qu'en anglais. Et quand je vois les photos de mes enfants, ils sont les souvenirs pour moi, effectivement, pour me connecter, pour me faire savoir que moi aussi, même si j'étais absent, j'étais toujours là. En tout cas, j'étais toujours là en esprit. Et j'espère qu'avant, même si, bien sûr, les enfants, ils pensent qu'un père, un photographe ne peut jamais capturer le vrai esprit d'un enfant, mais j'espère qu'après, ils vont me comprendre que j'étais plein d'amour pour eux. Il ne faut jamais croire les conversations de dîner. Donc, un jour, j'étais en Afrique du Sud, et donc il y avait un artiste espagnol qui me disait que j'étais un photographe nul parce que je n'ai jamais fait de la corrida. Et j'étais vraiment blessé par ça. Et donc, par hasard, je reviens à Moscou et je rencontre l'attaché culturel de l'ambassade d'Espagne qui est en train de chercher des projets pour l'année Espagne-Russie. Et donc, je lui suggère fortement de m'envoyer faire un projet sur la corrida. Et donc, il me regarde. Est-ce que vous avez une carte de visite à laisser? Je lui laisse une carte de visite. Et donc, après une semaine, il m'appelle disant, oui, j'ai pensé peut-être qu'on va vous envoyer. Et moi, j'ai dit, moi, bien sûr, quand on parle de la corrida, tout le monde c'est une question morale. Donc, on est pour la corrida, on est contre la corrida. C'est une question éthique, morale. Mais pour moi, la question de la corrida, c'est pourquoi ils font ça. Pourquoi un homme veut se mettre au milieu avec un taureau qui pèse 550 kilos et qui peuvent le tuer d'un instant à l'autre. Et ça, c'est ma photo préférée, parce que là, on voit comme la distance entre la vie et la mort. Mais ça, pour moi, ça, c'est la corrida. Mais quand on demande à un toréador, un matin, pourquoi il fait ça, il ne peut jamais, parce qu'ils sont des gens, ils sont des hommes d'action, ils ne sont pas des hommes de mots, ils ne sont pas comme Jean-Félix qui pourrait faire un roman dessus. Ils ne sont pas comme ça. Mais ça, c'est pour moi toujours cette voyage vers le bord. Ça, c'est la chose qui m'intéresse. Oh, you lovers out there. Oui, donc, comme en anglais, Guitar pour le New York Times, bien sûr, m'a envoyé pour couvrir le mariage royal. Et j'étais, je ne sais pas, qui connaissait bien le palais Buckingham. Donc là,
j'étais sur le mémorial de Victoria, qui est en face, mais qui est assez très très loin en fait du balcon. Là, j'ai un objectif de 850 mm, donc c'est comme ça. Mais quand même très très loin. Et là, j'étais avec un autre 63 photographes. Donc là, sur une stand, il y avait 4 lignes, donc il y avait 16. Et donc moi, j'étais troisième ligne, peu à droite. Et moi, je suis arrivé à 5 h du matin, à cause de la sécurité. Et on voit pas grand-chose, on parle, on bavarde avec avec d'autres photographes. Et à 1h25, il sort sur le balcon. Et bien sûr, on pense à Charles et Diana, et on pense à l'embrasse qu'ils ont eu. Et quand on regarde, on pense à la photo, on pense que c'est un embrasse très très profond. Bien sûr, on regarde un film, c'était des moments comme ça. Donc après, bon, ça a choqué Charles est comme ça. Mais pour moi, la copie est jamais si bien que jamais si bien. Et bien sûr, ils sont embrassés. Ils ont embrassé deuxième fois si jamais on a raté la première. Mais pour moi, ce n'était pas le moment. Le moment, c'était la fin. Donc lui, très cool, il rentre à l'intérieur du palais. Et donc elle, il faut imaginer que moi, je suis là sur le mot. Et donc, il y a 500 000 personnes derrière moi. Et donc, elle est là, et donc, elle regarde. Donc, pour voir si ce n'est pas une fable, c'est pas un conte, ou c'est un conte, ou c'est pas un conte. Ça, c'est ma femme. Elle est là, donc je ne vais pas dire trop, hein, parce que je ne veux pas l'embarrasser. Mais si, pour moi, de partir était toujours difficile, je veux dire, de partir en guerre, de revenir aussi était très difficile. C'est grâce à elle que je suis là devant vous et j'espère plus ou moins stable. Elle était enceinte quand j'étais en Afghanistan et 2 jours avant l'attaque en Irak, elle a su qu'elle était enceinte avec notre fille. Et donc, elle a passé des mois enceinte sans moi et c'était des moments très très difficiles. Et cette photo, c'était jusqu'après notre connaissance en Italie, en Ombrie. Et donc, on était invités chez des amis. Et je me souviens que je la cherchais. Je la cherche toujours, bien sûr, mais je la cherchais. Et elle est là, et en train de, bien sûr, de flotter, mais de voler, il me semble. Et des moments, des photos qu'on les prend, ils sont des instants qui vous semblaient importants ou pas, mais avec le temps, ils deviennent pour vous des moments inoubliables. Et donc, quand j'étais dans les pays, ça, c'était toujours la photo d'elle que je portais avec moi, et c'était grâce à elle que j'y rentrais. Voilà, merci, c'est tout.